Finale, Jeux sans frontières 1976. Bonjour et bonsoir à tous nos amis. Bonsoir Simone Garnier. Bonsoir Guy Lux et bienvenue à Blackpool. Blackpool, 70 km de Manchester sur les bords de la mer d'Irlande. C'est le rendez-vous de tous les Britanniques en vacances. On se rend au zoo, on se rend à la musique, on se rend sur la plage. Une plage qui ne manque pas d'attrait. Il y a un peu de soleil apparemment. D'ailleurs, les animaux de tout poil sont sensibles à la beauté des lieux. On est ici pour s'amuser. Imaginez une fête foraine à l'infini, un lunapark permanent, avec des fiacres dans les rues, et à satiété... J'aurais cru reconnaître Léon Zitrone. Et à satiété des manèges, des machines à sous, des baraques de frites et un spectacle démesuré, insensé, délirant, des illuminations comme vous n'en avez jamais vu, tout ce qu'il faut en un mot pour émerveiller les enfants et les enfants que vous êtes restés dans votre cœur. En tout cas, c'est la grâce que je vous souhaite. Eh bien, je n'étais pas à Blackpool, mais après quelques semaines d'absence, qui vont être suivies de plusieurs autres semaines d'absence, je suis heureux, Simone, de reprendre le micro pour un soir à l'occasion de cette ultime parade des Jeux sans frontières 1976. Mystère. Il ne faut jamais couper le contact, Guy. Mais Simone, pendant que Eddie Waring nous compte quelques petits détails, C'est Stuart Hall. je trouve que vous avez bien assuré l'intérim. Seulement, j'ai un peu regretté cette année que vous n'ayez pas pu chanter les victoires françaises comme nous le films l'année dernière. Ça c'est vrai, on n'a pas eu beaucoup de chance, surtout avec les jokers, mais enfin rappelons quand même que c'est Nancy depuis l'an dernier qui est détentrice de la coupe. Eh bien, nous espérons en tous les cas que, précisément, Stuart Hall et Eddie Waring vont ce soir saluer quelques exploits français de nos petits amis arboisiens. On peut rêver, puisque ce soir, à l'heure où arrive une fée, précisément, on a plutôt tendance, alors qu'en France, on a plutôt tendance à présenter les comptes, à les faire payer ou à les régler. Eh bien, ce soir, les comptes de cette finale, ce sont des comptes de fées. Mais oui, et cette petite fée qui s'appelle Déborah va d'un coup de baguette magique et d'une formule, parce qu'il faut toujours une formule consacrée, faire naître le rêve. Le centenaire de Blackpool, que la lumière soit. Et immédiatement, c'est un déferlement. Il y a 6 miles, c'est-à-dire 9 kilomètres de guirlandes multicolores qui tissent sur la ville des dessins fantastiques. Des rivières, des comètes, des moulins. 375 000 ampoules actionnées en même temps par 300 électriciens. C'est quelque chose de tout à fait féerique. Les tramways eux-mêmes sont illuminés. Et naturellement, pour cette grande finale, vous voyez comme on n'a rien oublié, que toute la ville est en fête, que c'est vraiment la ville lumière. Que de luxe. Luxe Fiat, c'est ça? Ah, pas vrai quand même. Pas de publicité, vous savez, on est très surveillés. Eh bien, il nous manque tout de même, Guy, l'essentiel, à savoir les 7 finalistes. Eh bien, pour ma part, j'ai beaucoup de plaisir précisément à vous retrouver ce soir, car c'est le Jura qui va porter les espoirs français. Et le Jura est une région chère à mon cœur. Les rivières y sont encore limpides, et les gens aussi. J'aurais donc une pensée particulière pour ces 2 petites villes jurassiennes, Salins-les-Bains et Arbois, puisque c'est grâce à la première que nous avons choisi la seconde. Choix heureux, puisque parmi ces équipes qui maintenant vous êtes présentées par Simone, précisément, il y a cette petite cité au vin si réputé, et qui a été la meilleure des villes françaises en compétition. Et effectivement, en débandade, joyeux, très excités, tous les sportifs. Ceux venus de Belgique qui représentent Yell, une petite ville flamande. Ceux d'Allemagne, Ettlingen, à côté de Karlsruhe. Ceux d'Ilvarenbeek, en Hollande, tout près de la Belgique. Ceux de La Neuveville, en Suisse, non loin de Neuchâtel, sur les bords du lac de Bienne. Ceux de Jesolo, tout près de Venise, sur l'Adriatique. Et Newberry, pour défendre les couleurs britanniques. Newberry, au sud de Londres. Et maintenant, petits enfants, attention, nous voici aux portes d'un royaume enchanté, celui du rêve. Simone va remettre ses rubans dans les cheveux, moi mes culottes courtes. Nous allons tous reprendre notre esprit d'enfant. Une belle histoire va commencer, Guy. Pourvu qu'elle se termine bien pour nous. Eh bien oui, c'est tout le faste anglais, voyez-vous. Et j'ajouterais même que Simone va nous apporter quelques détails historiques. Historique, je ne sais pas. Mais ça commence comme tous les contes. Il était une fois
Un château anglais où l'on organisait des jeux pour la joie du bon peuple. C'était du temps du roi Arthur, le roi bien-aimé. Lequel est-ce? Stuart Hall à gauche sur votre écran. Et sous l'aimable parrainage... sous l'aimable parrainage de Merlin l'Enchanteur, appelé dans une autre vie Eddie Waring. Un Merlin l'Enchanteur qui se porte très bien. Hein. En tous les cas, nos deux complices me paraissent tout à fait bien dans leur peau, dans leur costume et dans leur époque. Alors Simone, j'imagine que maintenant, ce conte de fées va se dérouler en 8 épisodes. Mais exactement, 8 épisodes, puisqu'il y a 8 jeux plus notre fameux fil rouge. Mais vous savez bien que même au pays des fées, Guy, ça ne peut pas se dérouler sans les génies débonnaires et polyglottes que nous connaissons bien, que nous connaissons tous, Gennaro Alighieri et Guido Pancaldi, bien sûr. Oui, que la baguette de notre fée n'a pas pu transformer en costumes médiévaux. Ils sont restés dans leur tenue habituelle et je pense qu'ils vont avoir beaucoup de travail ce soir parce qu'une finale, c'est quand même quelque chose de très important. Un point, c'est un point. Et il est bien évident que ce soir, il ne s'agit pas de faire mieux que les autres villes d'une même nation, mais il s'agit simplement de gagner. Alors ce premier jeu, Simone? Eh bien, puisque nous sommes dans le royaume des contes, le château que vous avez vu appartient à une famille de géants, des cousins de l'ogre du Petit Poucet, vous savez, ceux qui chaussaient les bottes de 7 lieues. Eh bien, ça ne va pas les avantager, ces géants, bien au contraire. Parce que pour se distraire, imaginez-vous qu'en 2 manches de 2 minutes, ils vont se livrer à une course pour savoir quel est celui d'entre eux qui arrivera le premier à l'entrée du château. Disons qu'ils ont 3 mètres de haut, qu'ils pèsent 120 kilos, et qu'ils sont beaucoup plus maladroits et rigolos que féroces. Mais leur visage ne rappelle personne, non? Non, non, absolument pas. Toute coïncidence ni Carter, serait... ni non, Ford, non, ni quelqu'un de chez nous. Hein. Bah, écoutez, je vous laisse juge. Oh, eh bien, vous voyez que le géant belge part la tête en avant dans un style très personnel, tandis que le géant hollandais qui est en tête, lui, a une façon effectivement de poser le pied par terre qui ne manque pas d'être inquiétant. Je ne voudrais pas qu'il marche sur les pieds. Et derrière, c'est le géant français, Guy. C'est Pierre Genoudet. Mais alors dites-moi... Lui non plus, je ne l'avais pas reconnu. Non. Vraiment. Sa famille ne va sûrement pas le reconnaître. Mais dites-moi, Guy, est-ce que c'est parce qu'on dit qu'à Arbois, toutes les rues mènent aux vignes, que notre géant français n'est pas zigzagant, je dirais, mais enfin, il est un peu plus lent. Hein. Il est lent. C'est parce qu'il n'y a pas de vigne au bout. C'est sûrement pour ça. Bah non, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'eau que de vin dans cette émission. Ah oui, ça, sûrement. Au bord de la piscine de Blackpool, oh, ils sont merveilleux, ces géants. Dites-moi, vous aviez l'air quand même de connaître ce garçon qui porte les couleurs françaises. Il est d'un tempérament plutôt calme, non? Oui, il est plutôt calme. Il est plutôt calme. Et nonchalant. Il aurait peut-être peur de dire l'autre. Mais à cette occasion, il est peut-être bon de rappeler que chacun des concurrents est tiré au sort. Est tiré au sort, absolument. Et je pense que Pierre Genoudet, qui est d'ailleurs un très très bon sportif, un très bon athlète, eh bien, voyez-vous, dans la peau d'un géant, il se sentait un peu écrasé. Hein? Évidemment, en Angleterre, vous savez que c'est le pays des bookmakers et que, bien entendu, avant la course, si l'on peut dire, avant ces Jeux sans frontières définitifs, il y a eu des cotes. Je n'ai pas l'impression que nous sommes partis favoris. Il faut dire que ce soir, nous avons des super équipes. Et évidemment, pour Arbois, je vais faire un mauvais jeu de mots, mais il paraît que la cote était à 20 contre 1. 20 contre 1. Il vous sera pardonné parce qu'il est fait allusion au vin jaune ou au vin de paille d'Arbois. Alors c'est reparti pour la deuxième manche avec la Suisse en tête, suivie de la Grande-Bretagne et de l'Italie. Eh bien, regardez le style du géant italien. Il a le nez en l'air, ça doit être un rêveur. Hein. Il a les pieds aussi en l'air, il les projette en avant, vous voyez. Tandis que, vous avez vu, le Suisse, alors, au contraire, fixe l'extrémité de ses chaussures. Il veut y arriver, il part la tête en avant, c'est un fonceur. C'est le type de fonceur. Il paraît avoir la tête lourde et ça l'entraîne en avant, c'est peut-être un avantage. Mais quelle avance! Mais il arrive dans un fauteuil pour employer encore un langage épique. Alors que c'est à petits pas, célèbre chanson, que marchait le second. Oui, le troisième alors. Oh ben le troisième, vous avez vu, il pousse le ventre en avant, il a le nez en l'air. Il a une démarche de sénateur. Ah oui, c'est un n'y voyez un encore petit aucune train de allusion. sénateur. Ça fait penser à La Fontaine, le petit train de sénateur. Il serait même un tantinet épileptique, vous voyez. Il marche sur le côté, il pense que ça ira mieux, vous avez vu? Il glisse son gros pied sur le côté. Il a les bras ballants. C'est le type de flâneur. Hein. Au lieu d'aller au château, il ferait mieux d'aller à l'hôpital. C'est du géant dégénéré.
Il va peut-être d'ailleurs y aller, parce que comme il n'a pas fait une bonne performance, ses amis ne vont pas lui faire de cadeau en arrière. Vous croyez que c'est à ce point-là? Non, mais enfin, c'est quand même très passionné, cette finale. Oui, bien sûr. J'ai vu des bookmakers, pour reprendre mon expression, qui encaissaient des paris il y a un extraordinaires. scandale là-dessous, alors? Non, parce que c'est libre. Ah bon, très c'est libre. Ah Les bon. jeux sont libres en anglais. Ah oui, c'est vrai, surtout à Blackpool en plus, où on joue toute la journée et à tous les âges. Eh bien, 6 points, ça c'est une surprise pour personne. Vous voyez que la Neuville, et je vous rappelle que la Neuville est vraiment une petite ville qui avait fait un score écrasant, ils ont fait 45 ou 46 pour se qualifier. Et la Neuville, dites-moi, ils en veulent, ils commencent avec 6 points. Donc je vous laisse lire ce tableau, il ne faut pas en tirer de conséquences immédiates, ça serait fâcheux pour nous. Alors nous allons maintenant parler de ce jeu qui est un peu le chapitre qui va revenir, puisque c'est le fil rouge. Et là encore, un magnifique décor. Bravo messieurs les Anglais. Bravo Barney Coleman, dont nous parlerons tout à l'heure, puisque cette émission lui est un peu dédiée. Et il s'agit, avec une clé qu'il faut saisir, ce qui n'a pas été du tout le cas pour ce candidat belge, de saisir cette clé et d'aller l'apporter à un équipier qui va aller délivrer Le prince charmant. Et Voilà. oui, c'est la Et princesse c'est la qui petite court. princesse qui court. D'ailleurs, vous voyez que ce conte est un peu renversé. En général, on va délivrer la princesse. Oui, oui. Là, c'est l'inverse. Pourquoi pas? C'est l'année de D'ailleurs, la femme. tout est permis. Enfin, c'est plus l'année de la femme. Non, je crois que vous exagérez. Vous avez toujours tendance à dire que c'est l'année de la femme. Mais ça Un continue. an avant, vous nous l'avez dit. Vous nous le dites encore depuis un an, de dire que c'est une année qui dure 3 ans chez vous. Ah bah, Oh, pour plus l'instant, que ça a ça. duré 29 secondes pour les Allemands. C'est-à-dire que la petite princesse n'a pas perdu son temps, l'homme à la clé non plus. Et tout s'est bien passé en 29 secondes. Alors que déjà, nous en arrivons, car ce jeu, nous aurons l'occasion d'en reparler, du fil rouge, nous arrivons au jeu numéro 2. Alors le conte de fées se poursuit, petits amis et grands d'ailleurs. Et petit Jacques maintenant a des compagnons qui vont aller se percher sur des champignons géants. Regardez comme ils sont bons. D'ailleurs, ce sont des champignons très comestibles et pourtant il y en a quelques-uns qui vont très mal les digérer, vous allez voir. Alors dans cette première manche, nous avons la Hollande et la Belgique. La Belgique qui a fort bien réussi, comme vous avez pu le voir, déjà dans un premier jeu. Et ce jeu est très athlétique, car les champignons, ça n'est pas tellement commode de monter sur leur chapeau. Le premier parvenu tire les autres, le deuxième tire le troisième. Les positions sont pour le moins curieuses. On s'entrelace, on s'enchevêtre, et tout compte fait, finalement, c'est un travail d'équipe. Oui, parce qu'on est 5. Il faut dire qu'il y a 3 garçons, 2 filles. Alors, évidemment, vous avez actuellement une équipe qui prend apparemment un très bon départ, c'est la Belgique. Il y a 5 concurrents, il s'agit d'être le premier en l'air et de lever la main en signe de victoire. La Belgique, d'ailleurs, prématurément, avait un petit peu levé la main trop tôt. Il a fallu que le concurrent, le 5e, remonte. Alors que du côté de la Hollande, On souffre. c'est assez difficile et laborieux. Regardez, le dernier concurrent est derrière le champignon. Il n'a pas du tout envie de se cacher, d'ailleurs. Il aurait bien plutôt tendance à vouloir monter, rejoindre ses amis, tandis qu'on voit déjà les Belges qui, eux, ayant terminé leur contrat, regagnent la berge. Oh que c'est compliqué, oh que c'est difficile. J'ajouterai que la température de l'eau n'est pas excessive, dans les 4 ou 5 degrés. Avec un peu de chance, on aurait pu faire ces jeux sur la glace. Ce ne sont pas des crapauds que vous voyez dans l'eau, hein. Bien que nous soyons dans une mare avec des champignons, ce sont les hommes grenouilles qui surveillent la bonne évolution des jeux. Parce que ce jeu étant assez fatigant, il y a toujours à craindre des défaillances, et un homme qui défaille dans l'eau, il boit la goutte. Le temps limite étant de 2 minutes 30, j'ai l'impression que nos amis hollandais courent le risque de l'atteindre sans que le 5e équipier ne soit parvenu au sommet du champignon. C'est le cas, hélas, le coup de sifflet fatidique ayant retenti. Eh bien, je crois que les chances hollandaises sont singulièrement compromises dans ce jeu numéro 2. Le prince Arthur, le roi Arthur, plus exactement, avec l'empereur des chiffres, qui est notre ami Guido Pancaldi, a noté la performance des 2 premières équipes. La deuxième manche oppose, c'est pour ça que vous entendez subitement le ton monter. Si la température, elle, ne monte pas, le ton monte. La Grande-Bretagne Et la Suisse. et la Suisse.
Vous savez, Simone, on peut dire que dans ce Las Vegas anglais, où se déroulent ce soir ces Jeux, eh bien, cette ultime émission de Jeux sans frontières est un petit peu dédiée précisément à Barney Coleman, auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui est le réalisateur, le producteur plus exactement de cette dernière émission, et qui fête ce soir, je crois, sa dernière. Sa dernière, il part à la retraite et c'est l'apothéose. C'est sa dernière émission. Je crois qu'il l'a préparée avec un soin tout particulier. Et bien pendant ce temps-là, regardez, malgré les encouragements du public, les Anglais... Oui, les Anglais ont à cœur de justement offrir une victoire ce soir à Barney Coleman et à la BBC, bien que Barney ne soit pas le plus ancien collaborateur de Jeux sans frontières. Je crois que cet honneur revient plutôt au général de Gaulle, à l'initiative duquel, en 1964, il me fut demandé de les organiser pour la première fois. Bien, je crois que depuis l'émission a bien grandi. Cette année, plus de 100 millions de téléspectateurs européens et africains ont suivi chaque semaine ces Jeux sans frontières. Et pour la première fois, l'Amérique, la grande Amérique même, a lancé ces Jeux sans frontières, plus exactement ces Jeux interrépublicains. À quand, Simone, des Jeux sans frontières entre Mars et Vénus? Il était quand même sympathique de rappeler que cette grande série internationale qui a tant fait et qui continue à tant faire pour l'amitié entre les télévisions et les jeunes de tout pays était une initiative française. Alors, la deuxième manche de ce jeu numéro 2 presque en même temps a vu presque un dédit entre